Mesdames, messieurs, bienvenue à l'Actu Plus, toujours en mode estival avec ma petite chemise d'été. Bonjour! Oui, oui. Hein, Moi, je suis le seul qui est pas compatriote pour écoute, médiater. Qu'est-ce que tu veux? On va revenir encore sur une semaine occupée. On a du stock cette semaine pas mal. De plus en plus. On commence à sentir l'élection. On en a parlé depuis un bout, mais on va en reparler tantôt. On va revenir sur la fin de semaine. Il se passait plein de choses en fin de semaine, entre autres le Salon du Livre. En vitesse, ça s'est super bien passé cette fin de semaine du côté de Ville-Marie. Près de 7500 visiteurs. Quand même. Quand même intéressant. La prochaine année, c'est à Rouyn-Noranda. Donc, bonne chance. Si vous l'avez manqué, vous allez pouvoir... Ça revient dans un an. C'est ça. On va toucher du bois. Parce que, Il y a aussi eu la 3e édition du marché des jeunes entrepreneurs à Amos. Oui. Dans le fond, c'était une vingtaine de jeunes du primaire et du secondaire qui proposaient des produits artisanaux ou des services aussi des fois. Puis au total, c'est environ 3 000 $ qui a été amassé par les jeunes quand même. Ben oui. Ouais. Donc, et c'est toujours intéressant de les voir. Moi, j'ai animé cette activité-là il y a quelques années, puis c'est toujours intéressant de voir la créativité de ces jeunes-là. C'était animé par Luc Valcourt. Là, je fais un lien parce que Luc Valcourt est venu en entrevue pour parler du documentaire qu'on a réalisé ici chez Médiaté et du Game, qu'on a présenté au cinéma Amos. Oui. Lydia, tu as fait une entrevue avec Luc. Effectivement, Luc venait nous parler de ce projet-là, mais aussi d'autres projets en lien avec le documentaire, donc on peut regarder notre entrevue. Luc, tu viens nous parler d'un documentaire aujourd'hui. Le documentaire « Es-tu game d'infiltrer leur réalité » qu'on a tourné justement avec notre équipe de Média AT. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu c'est quoi le concept du documentaire? Effectivement. Le concept du documentaire est venu de la table de concertation en santé mentale et dépendance. Il y avait une demande, il y a des sous qui ont été descendus par le gouvernement provincial en dépendance et en utilisation du cannabis. Puis, on s'est penché sur faire une suite de Amossois. L'idée de base du projet, c'était faire la suite de Amossois, qui a été un projet là, il y a plusieurs années, qui avait été tourné ici à Amos, sur une certaine réalité souterraine, où les jeunes manquaient de place. Puis ils voulaient qu'on fasse la suite là-dessus, mais plus en lien avec la consommation du cannabis. On a appelé certains intervenants d'Amossois, on a commencé à faire des approches, et ces gens-là nous ont dit que malheureusement, ils ne voulaient pas rouvrir la blessure qu'ils avaient vécue ou ils avaient passé à autre chose dans leur vie, fait qu'il n'y avait pas d'intérêt à faire la suite. On s'est tourné de côté, puis on a dit, on est capable d'aller chercher des jeunes de notre MRC pour voir c'est quoi la réalité aujourd'hui. Fait que c'est ce qu'on a fait. Fait qu'avec François, on a passé des entrevues, on a rencontré plein de monde pour en venir à avoir quelques individus qui ont tourné, qui ont accepté, qui ont tourné, et qui nous ont donné le documentaire qu'on a présenté aux médias le 15 novembre dernier et hier soir là, avec le lancement officiel. Oui, fait que là, on a vu des gens qui témoignaient un peu de comment ils vivaient la consommation, comment ils ont commencé, pourquoi ils ont poursuivi. Il y en a qui avaient arrêté de consommer dans le documentaire, il y en a d'autres qui consommaient toujours. Il y en a qui cherchaient un certain équilibre aussi. Justement, le but, c'est pas de taper ses doigts puis de dire il faut pas consommer. Non, le but c'était d'être moralisateur. Puis ça, le but c'était de ne pas être moralisateur. Ne pas être moralisateur, merci. L'objectif était là. Depuis le début du projet, on voulait avoir quelque chose pour sensibiliser les gens. Avec l'avenue de la nouvelle loi qui a donné l'autorisation à fumer du cannabis presque partout, un peu comme l'alcool, on s'est dit on veut pas taper sur les doigts des jeunes en leur disant faites pas ça, c'est mal. Mais si vous le faites, faites-le dans des places sécurisées avec des gens que vous connaissez. Puis faites-le dans une bonne, comment je le dirais, là, conscience, puis pas dans un moment de détresse ou un moment où ça va pas bien. Là. Faites-le comme prendre une bière entre amis. Là. Ça se fait. C'est un peu ça l'objectif qu'on s'était donné. Là. Donc on parle de consommation récréative, mais d'éviter de tomber dans la dépendance en se mettant dans une situation de vulnérabilité. Là. Voilà, c'est ça. Puis on voulait pas non plus dire, si vous faites ça, il va vous arriver ça, il va vous arriver ça. On voulait vraiment sensibiliser en donnant le plus d'informations possible. Puis dans le documentaire, il y a 3 types. Il y a des consommateurs qui sont ancrés dans leur consommation, il y a des consommateurs qui le savent,
qui ont développé certaines problématiques de dépendance, qui sont conscients, donc qui essayent de s'en sortir, puis on a ceux qui s'en sont complètement sortis. Fait qu'on a une vision presque totale des consommateurs qu'il y a actuellement là, sur majoritairement tous les territoires. Puis ça vient avec une animation systématiquement. Le documentaire n'est pas disponible en visionnement libre pour n'importe qui. Là. Non, parce qu'on a réalisé, après le premier visionnement, devant nos partenaires, puis devant les invités VIP, qu'il y avait une intervention à faire après. Il y a des gens qui sont venus nous voir, qui ont été voir Raphaël Connelly, qui est le travailleur de rue dans le documentaire, qui ont été voir aussi des intervenants du CISAT qui étaient présents, pour discuter de problématiques qu'ils avaient ou qu'ils avaient eues, puis là, il y avait besoin de le ventiler. Fait qu'on on avait déjà fait un premier guide d'animation quand on a fait le lancement. On s'est rassis et on a repaufiné le guide d'animation avec plus de détails, plus de ventes. Ça vient avec des questions à poser avant et après. Fait que, moi, mon dada, c'est de faire de l'animation dans la vie. Puis je n'aimerais pas ça toute seule. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup trop de détails. Puis on rentre, tu as vu le documentaire, fait que tu as vu qu'on rentrait vraiment dans la consommation pure. Ben, on veut que les gens le sentent, qu'ils soient capables après de nous parler. Là. Fait que c'est pour ça qu'on a fait un guide d'animation. On ne voudrait pas non plus que ce soit quelqu'un qui est juste travailleur social, mais qui n'a pas touché à la dépendance. On veut vraiment que quand on va remettre le documentaire et le guide, que ce soit quelqu'un qui soit ferré en consommation. Je ne parle pas ici d'un consommateur. Je parle ici d'un intervenant en toxico ou en dépendance qui soit ferré, puis un animateur à côté pour pouvoir aider, puis prendre la balle au bon, prendre des fois juste pour permettre au travailleur social ou à l'intervenant de prendre une gorgée d'eau. C'est un peu ça. Là. La fin de l'animation vient avec des suggestions d'actions à poser pour éviter de tomber dans la dépendance ou pour éviter que la consommation dégénère en situation plus problématique. On parle d'éviter de mélanger les substances. Ouais. De ne pas consommer seul, de se tenir avec des gens de confiance et de prendre des petites doses à la fois. Mais gens de confiance, qu'est-ce qu'on entend par là? Bien, les gens de confiance, on entend, puis là, je suis peut-être pas le mieux placé pour répondre à cette question-là, mais avec l'expérience puis avec le soutien que j'ai eu de mon équipe à bâtir le documentaire, je peux répondre. C'est les gens que s'il arrive ils mettent n'importe quoi aujourd'hui dans les drogues. Si tu fais un bad trip, est-ce que tu as suffisamment confiance aux gens avec qui tu es pour pouvoir aller t'apporter à l'urgence ou te prodiguer les premiers soins, ces choses-là? C'est peut-être aussi des gens qui ont consommé, mais avec modération. La question qui me vient, là, c'est est-ce que je sortirais avec quelqu'un qui est alcoolique puis que j'irais dans un bar? Probablement non, parce que je sais que si lui prend un coup... Si moi, il m'arrive de quoi, c'est pas avec lui. Fait que ce serait un peu ça la réponse, là. T'sais, la personne en qui tu peux avoir confiance, que tu sais que s'il arrive quoi que ce soit, c'est pas lui qui va être le plus gommé, le plus hypothéqué par les substances, là. C'est un peu ça que je donnerais, là. Mais c'est une maudite bonne question. Bien, moi, ce qui me vient en tête, c'est qu'adolescente, ce que certains faisaient, c'est qu'ils s'assuraient qu'il y a au moins une personne qui ne consommait pas pendant la soirée, au cas où qu'il arrive quelque chose, puis toujours avoir accès à un téléphone cellulaire, d'avoir un bon réseau s'il arrive quelque chose. Donc ça pourrait peut-être être une piste de solution. Une bonne piste de solution, oui. Puis moi, je consomme pas. J'ai pas consommé non plus dans ma vie. Fait que c'est difficile pour moi de dire, ben, je vais consommer avec des gens de confiance. Je prends un verre, quand je prends un verre, c'est avec mes amis. Fait que c'est tous des gens de confiance. Fait que c'est pour ça que la réponse est difficile, mais oui. Puis, encore là, le documentaire viendrait facilement répondre à toutes ces questions-là. Là. Il s'en est posé des questions. Les intervenants qui étaient là hier soir ont pu y répondre. Puis on va préconiser ça encore. Là. Fait que, ben, je garde ta question. Une qui nous a été posée hier, n'était pas dans le guide, puis on va la conserver, c'est quelle est la substance qui est la plus dangereuse à accrocher. Puis il y a quelqu'un qui a répondu dans la salle, c'est celle qu'on aime le plus, là. Celle qu'on aime le plus, le trip. Puis ça, on va rentrer ça dans nos animations futures. Là. Excellent. Puis en dehors de ce projet-là, il y a un autre projet qui s'en vient. Bien, on a la table en concertation en santé mentale a eu des sous pour faire 4 projets.
Fait qu'il y a le projet du documentaire qui a été le plus gros projet. Mais avec ça, on s'était donné comme mandat de faire une bande dessinée. Fait qu'on a sorti la bande dessinée « Es-tu game de faire les bons choix? » Fait que ça s'adresse plus aux jeunes, 12 ans et plus. Parce qu'on comprend que le documentaire, c'est du secondaire 5 à adulte. Pas mal 16 ans et plus, je dirais. Pas mal 16 ans et plus. La bande dessinée, elle, est 12 ans et plus. Fait que vous incarnez Marc ou Marie, un garçon et une fille, qui s'en vont dans un party d'adolescents en scooter. Et là, il arrive toutes sortes d'affaires. Puis tu as à faire les bons choix. Fait que ceux qui ont connu un peu les jeux de rôle, c'est un petit peu tourné là-dessus. Fait que tu fais des choix, en fonction des choix, il arrive tel. Fait que ça, c'est disponible présentement sur la page de Marie-Ève Guindon. C'est elle qui est la BDiste qui a fait la bande dessinée. Il y a aussi les podcasts qui actuellement sont disponibles sur vos plateformes de podcasts qui parlent du documentaire, qui parlent aussi de tous les sujets qui sont traités, puis il en reste encore à tourner. Là. On a encore quelques podcasts à terminer. Puis il y a bien sûr le jeu d'évasion, It's Game de t'évader, qui lui a été promu dans les écoles. Puis ça, c'est des cubes faits avec code César, puis tu dois résoudre l'énigme pour pouvoir passer au cube suivant. Tu as un temps limite pour le faire. Ça a été très bien appris, puis les gens ont apprécié là, de jouer avec ça. Ça a déjà été placé dans les écoles, secondaire 3, 4 et 5, pour qu'à chaque année, on puisse avoir des nouveaux jeunes qui puissent le faire. Ça, c'est les 4 projets sur le territoire de la MRC qui ont été faits avec la même enveloppe budgétaire qui a été donnée par le gouvernement. Puis le documentaire est le plus gros. Les 3 autres sont disponibles présentement. Là. Le documentaire, on se garde l'exclusivité puisque ça vient avec le guide d'animation. Mais les jeux, le jeu d'évasion, on peut faire la demande à la Corporation de développement communautaire. C'est eux qui sont le porteur du jeu. Il vient aussi avec Raphaël ou Sean Boivin, là, les 2 travailleurs de rue, qui font l'animation du jeu. C'est un peu ça que... C'est les 4 projets qu'on a là, en cours. Puis en terminant, tu m'avais parlé de la soirée Super, je crois. Oui, ben ça c'est complètement à part des documentaires, mais le 17 juin prochain, on aura la chance d'inviter la population, tous les gens qui ont un rôle de super-héros, un rôle paternel de super-héros, père, grand-père, oncle, frère, ces choses-là, grand ami ou même 2 mamans, dont une est plus le père, l'autre le rôle de la mère. On fait un 5 à 7 hot dog en arrière de la salle de l'âge d'or. Et il va y avoir des jeux pour essayer de créer une petite animation, mais aussi une petite compétition entre le héros paternel, la figure paternelle, puis les enfants. Fait que il y a le laser gun qui va être présent. Capé les Malcommodes avec 2 jeux, un pour plus petit, mais un jeu de défi. Les hot dogs, c'est gratuit pour tous les gens qui vont être là. Fait que ça se passe en arrière de la salle de l'âge d'or entre 17 et 19h le 17 juin prochain. Là. Fait que, merci beaucoup d'avoir été là. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, merci beaucoup. Ça fait un plaisir. Puis, n'importe quand, on va revenir. Parfait. Merci. L'été arrive, sanitaire, il va y avoir de la musique, des artistes locaux en vedette. Ça va faire du bien. C'est la Commission des loisirs qui organise quand même une soirée musicale. C'est-à-dire, il va y avoir 4 soirées. On parle d'Another Perspective, Daniel Pinet, Sylvie Gillet, toutes des artistes de sanitaire. Bon, fait qu'on va pouvoir aller au parc, on amène sa chaise, sa glacière. On peut même s'amener une petite bouteille de vin, une petite bouteille de bière. C'est permis. Donc, de ce côté-là, ça va être fort intéressant. Il va aussi y avoir la foire du camionneur à Barraute. Oui, la foire du camionneur qui ont le groupe Cain, qui va quand même être en vedette avec le lendemain de veille, Bon Jovi Experience, etc. Et bien sûr, toutes les activités qui ont au festival, à la foire du camionneur de Barraute. Début septembre. 2 septembre, quand même avec une formation comme Cain. Ça va être très intéressant. Très intéressant. Puis le lendemain de veille aussi, ça brasse pas mal leur show pour les avoir déjà vus. Là, fort intéressant. Tu t'en allais dire quelque chose? J'allais juste dire que si les gens veulent plus de détails, ils peuvent aller sur le site parce que tu avais écrit un article sur le sujet. Oui, c'est ça. Exactement, médiaté.ca.
Sinon, on est allé à la rencontre de candidats libéraux cette semaine. Je vais commencer par Guy Bourgeois. La rumeur courait depuis quelques jours que Guy allait se présenter. Guy qui a déjà été député dans Abitibi-Est, qui là maintenant se présente dans Abitibi-Ouest, son patelin à lui. J'ai fait une entrevue avec lui à 2 pas du studio, juste ici en haut à la Maison Authier. On écoute ça. Monsieur Bourgeois, un retour dans votre patelin, un retour aux sources? Oui, tout à fait. Je suis natif d'Amos. J'ai vécu la majeure partie de ma vie. Et pour moi, un retour en politique, c'était inconcevable de ne pas le faire en Abitibi-Ouest. Je veux servir les gens que je connais, qui sont près de moi, puis je veux le faire vraiment à partir à l'époque, en 2014, je l'avais fait pour servir les gens d'Abitibi-Est. Ça m'a fait un grand plaisir. J'ai réalisé plein de choses intéressantes, mais j'étais quelqu'un Puis ça, en région, on le sait, les gens attachent beaucoup d'importance à ça. Bon, où est-ce que vous demeurez? Même si dans les faits, on se dédie complètement pendant qu'on est au travail. Dormir à un endroit ou à l'autre avait plus ou moins d'importance, mais dans ce cas-ci, je vais dormir dans mon comté en plus. Qu'est-ce qui a fait en 2022 que vous vous êtes dit « j'y retourne » ? J'étais un observateur de la politique dans les 4 dernières années. J'avais pris l'engagement, je ne voulais pas commenter pendant le mandat, puis il y a eu des enjeux importants qui se sont adressés, puis ils ont été travaillés d'une certaine façon. Ce que je constate, malheureusement, c'est que on n'a pas livré la marchandise. On ne répond pas aux aspirations des gens de l'Abitibi-Témiscamingue, plus particulièrement en Abitibi-Ouest. Il y a des défis importants qu'on regarde au niveau du logement, qu'on regarde au niveau des garderies, au niveau de la pénurie de main-d'œuvre. Il y a une absence totale d'action pour vraiment améliorer la situation. Et le travail d'un député, c'est ça. C'est pas d'être passif, d'attendre qu'il y ait un programme qui soit développé par le gouvernement. Il faut les susciter, il faut pousser plus loin, il faut être vraiment proactif. Ça vient pas tout seul. Je l'ai vécu par le passé, puis ça, je suis capable de le faire encore plus. J'ai l'expérience de ce que c'est, puis je suis capable de livrer la marchandise. Je l'ai montré très clairement dans le passé. Puis c'est ça que je veux mettre à contribution pour la population d'Abitibi-Ouest. Comment on entrevoit les prochaines semaines? La campagne commence déjà. L'été arrive, mais ce ne sera pas un été de tout repos? Non, puis c'est normal. On va faire valoir les différentes facettes de ce qu'on veut offrir à la population d'Abitibi-Ouest. On a quand même travaillé des éléments importants. Il n'y a qu'à penser au niveau de la Charte des régions. On est le seul parti qui présente réellement une plateforme qui correspond aux attentes et aux aspirations de toutes les régions du Québec. Le danger quand on interprète une situation, c'est de penser que parce que... Puis le plus bel exemple aujourd'hui, là, vous allez voir cet après-midi, là, le ministre des Transports va revenir corriger pour une 4e, 5e fois son projet de billets d'avion à 500 $ en région pour dire aux gens des régions, bien finalement, ça ne sera pas ça. Ça a été fait sur le coin de la table tout croche. Il faut être plus sérieux quand on travaille des projets. Il faut les faire en tenant compte de la réalité. Mais cette réalité-là, pour la travailler, il faut être capable de travailler avec les gens qui sont dans les régions puis qui connaissent les réalités puis les problématiques que ça engendre. C'est ça qu'il faut faire. Il faut faire différemment. Il faut être plus à l'écoute et moins dans la clip, plus dans le résultat. Christian, après combien de fois on l'a dit, Jean-Maurice Matt se présente? Appelle-les. C'est ça que... Finalement, c'est officiel. Le lendemain de Guy Bourgeois, Jean-Maurice Matt qui se présente comme candidat à Parti libéral côté Abitibi-Est. Alors, contrairement à toi, où tu t'es déplacé de quelques pas, moi, je me suis rendu à Val-d'Or. Alors, quand même, et c'est confirmé, Jean-Maurice Matt qui se présente aux élections comme candidat à Abitibi-Est. Et on a un petit extrait des entrevues qui ont été passées après, donc on va écouter ça. Excellent. M. Matt, un premier mot sur l'annonce de votre candidature aujourd'hui? Bien, écoutez, je suis fier, content de faire ce saut-là. Je pense qu'il me restait encore du travail à faire. Le dossier de l'urgence a été un dossier totalement injuste. En fait, c'est pas juste le dossier de l'urgence, c'est le dossier de la fermeture d'un centre de santé 16 heures par jour. Et on a vu que ça a eu des répercussions ici même à Val-d'Or, ailleurs en région. Une décision qui a été prise
centralisé à Québec avec aucun support de nos députés régionaux. Fait que je pense que le maintien, la consolidation, mais surtout le développement des services publics dans les régions, je pense qu'il faut y travailler d'une façon sérieuse, que ce soit en santé, en éducation, en environnement. Je pense qu'il faut s'occuper de nos services publics et faire en sorte que les gens de la région n'aient pas toujours besoin d'attendre une réponse de Québec pour avancer dans les dossiers régionaux. Donner le ton à la campagne avec quelques flèches. Le carquois est bien plein. Non, écoutez, moi je connais bien PR, puis il va y avoir d'autres candidats également qui se présentent, qui en a déjà d'annoncer. Puis moi je connais bien Pierre Dufault. Moi j'ai l'intention de faire une campagne positive, une campagne où je vais, avec ma conjointe, on va aller rencontrer les gens sur le terrain. Je pense que les gens ont envie de parler, ont envie de jaser, ont peut-être pas envie d'entendre, de parler d'élections à ce moment-ci, puis de savoir pour qui ils vont voter, mais ils ont envie de rencontrer des candidats. Moi c'est ce que j'ai fait toute ma carrière, rencontrer des gens, travailler avec les gens, puis on va faire ça d'une façon très sereine. Vous allez me voir dans les festivals, dans les campings, dans différents événements. Et venez me parler et on va. Et c'est comme ça que ça va se passer tout le long de la campagne. Pourquoi le Parti libéral? Le Parti libéral est le parti qui nous a ouvert la porte de l'Assemblée nationale pour régler notre dossier d'urgence, pour faire avancer notre dossier d'urgence, pour lui donner une visibilité provinciale. Madame Anglade a démontré une très grande sensibilité envers les régions. Moi, je crois beaucoup à la Charte des régions. Je comprends que c'est à nous à y donner une couleur régionale, la couleur de l'Abitibi-Témiscamingue, la couleur du comté. Alors, à ce moment-ci, Mme Anglade, qui va être ici en région bientôt, est la politicienne qui a démontré le plus de sensibilité vis-à-vis des régions du Québec. Parlez-nous du processus de prise de décision. Vous avez pris votre retraite, ça fait quand même quelques mois seulement de la politique municipale. Est-ce que le saut était dans votre tête depuis ce moment-là? Bien, je dois dire que, bon, premièrement, c'était une pause. Hein? J'ai jamais voulu qualifier ça de retraite. C'était une pause de la politique municipale. En fait, c'est une pause de la politique. Et j'ai toujours eu dans la tête de me trouver des tribunes pour aider les gens encore plus. Et la tribune provinciale est une excellente tribune pour ça, pour influencer les politiques publiques en faveur du comté, en faveur de la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Je dois dire que l'élément catalyseur, c'est vraiment le dossier de l'urgence, où là, on s'est senti démunis. Comment, à Québec, ils peuvent décider de fermer un établissement de santé à 800 km de Québec sans que personne nous défende. Et ça, c'était totalement injuste. Puis je dois dire que ça a été l'élément catalyseur de ma réflexion. Est-ce que le contexte provincial, on voit beaucoup les sondages, la CAQ semble largement en avance. Est-ce que ça a fait partie de la réflexion à savoir, est-ce que vous voulez vous lancer ce défi-là? Bon, en fait, il n'y a personne qui va pouvoir m'accuser de toujours vouloir embarquer sur des vagues, hein, parce qu'on voit bien qu'il n'y a pas de vague, du moins il n'y a pas de vague libérale à ce moment-ci. Mais je crois au programme, je crois au parti. Je crois que les régions ont peut-être pas envie de tout virer à la couleur 4. Je pense que le comté d'Abitibi-Est est mûr pour un politicien d'expérience, un politicien qui a déjà prouvé qu'il était capable de travailler pour les gens de sa ville, mais pour les gens de la MRC Vallée-de-l'Or et pour les gens de la région. Alors, non, les sondages n'ont pas eu une influence sur ma réflexion. Quelques collègues du monde municipal qui sont ici aussi ce matin pour vous donner un peu votre appui aussi. Êtes-vous surpris un peu déjà de l'engouement que vous citez un peu? Bien, en fait, ça fait déjà plusieurs semaines, voire quelques mois, qu'on est sur le terrain à mettre en place une organisation qui est solide. Oui, il y a des collègues du monde municipal, mais évidemment, je pense que j'ai été maire pendant 19 ans, puis notre responsabilité, c'est pas d'appuyer, mais c'est d'être présent pour chacun des candidats. Donc, je suis content de voir le préfet de la MRC Vallée-de-l'Or qui est présent ce matin, mais je comprends aussi que le préfet de la MRC Vallée-de-l'Or va être présent probablement à d'autres investitures ou du moins auprès de d'autres candidats. Puis moi, je respecte ça. J'ai joué dans ce film-là. Merci beaucoup. Merci. Ça fait plaisir. Merci question. Le fait que tu sois un citoyen de Sainte-Terre, ça peut-tu jouer? Pas du tout, parce que j'ai démontré par le passé que j'étais capable de servir autant les gens de Val-d'Or, Malartic, les villages, que les gens de la région. Fait que non, je pense que les gens à Val-d'Or reconnaissent le travail que j'ai fait pour eux et pour la région, en fait. Là.
Je vais me permettre de vous sensibiliser maintenant parce qu'il y a un nouvel outil pour les pompiers volontaires qui a fait son entrée du côté d'Amos depuis hier. Okay. C'est le clignotant vert. Ouais. Ça fait des années qu'on en parle au Québec. Il y a eu des projets pilotes un peu partout. Bon, la législation permet maintenant d'avoir le clignotant vert, mais chaque ville doit adopter un règlement. Pour ça, doit aussi faire former ses pompiers. Donc, si vous voyez dans votre rétroviseur un camion, un véhicule, peu importe, avec des lumières vertes qui flashent, c'est fort probablement un pompier volontaire et on vous invite à lui céder le passage, réduire votre vitesse et bon, vous tassez pour le laisser passer. C'est un outil qui va permettre aux pompiers d'aller plus rapidement sur les interventions parce que souvent, ils prennent leur véhicule personnel pour se rendre soit à la caserne ou aux interventions. Donc, ça fait son entrée sur le territoire d'Amos. C'est pas encore implanté partout au Québec, là, mais ça s'en vient de plus en plus. Donc, soyez attentifs sur les routes. Puis évidemment, ben, ils n'ont pas de sirène. Fait que soyez attentifs à vos rétroviseurs de ce côté-là. Non, c'est bon à savoir. Parce qu'on voit un gars avec des clignotants verts, on dit « Oh, il fait chaud! » Non. C'est quelque chose qu'on n'a pas vu beaucoup sur les routes. Vrai, donc, il va falloir ajouter ça à notre cerveau lorsqu'on conduit. Parfait. Sinon, il y a eu une disparition qui s'est bien terminée. On avait reçu un communiqué de la part de la Sûreté du Québec. Il y a un homme qui avait été vu pour la dernière fois à Montserre-Liton 2 jours avant la journée où on nous a annoncé sa disparition. Il a finalement été retrouvé dans la réserve faunique La Vérandrie par un hélicoptère des Forces armées canadiennes. C'est un homme de 75 ans quand même, qui a passé fort probablement des nuits à l'extérieur. L'hélicoptère, ils ont spoté une lumière à quelques kilomètres de où a été retrouvé le véhicule de ce monsieur-là. Donc, il a été retrouvé et on nous disait qu'il se porte bien malgré les événements. Donc, fort probablement qu'il était fatigué puis que ça devait pas être la gros pep quand on l'a retrouvé, mais il va bien. Donc, c'est la bonne nouvelle de ce côté-là. Sinon, encore une fois, du côté de Santerre, Nancy Brunel, qui devient directrice générale du Centre d'amitié. Oui, bien, elle était directrice générale depuis quelques temps, depuis quelques mois par intérim. Elle était là depuis 5 ans quand même dans d'autres fonctions. Et là, aujourd'hui, c'est officiel, depuis à partir du 6 juin, elle devient la directrice générale du Centre d'amitié autochtone de Santerre. Parfait. Lydia, tu es allée au colloque du GREMA. C'est quoi ça, le GREMA? Le GREMA, c'est le groupe de recherche en écologie de la MRC Abitibi. OK? Donc, ça m'éclaire déjà un peu plus. de tout. C'est pratiqué. Le GREMA, en fait, ce qu'ils font, c'est vraiment des recherches en écologie, comme je l'ai mentionné, mais ils se concentrent principalement sur les forêts. Et sur l'eau aussi un petit peu, sur l'impact, le lien entre les estuaires et les forêts, par exemple. J'ai eu une entrevue avec un étudiant qui, lui, étudiait les champignons. Il y en a une qui étudiait les castors. Il y a vraiment des sujets très, très variés qui ont été présentés. Et il y avait une 40aine d'exposants quand même. C'était un événement qui a rassemblé 120 personnes environ. Et tout ça, c'est disponible sur nos plateformes. Donc, si vous voulez aller voir ça, fort intéressant. On va rester dans le thème de l'environnement. On en a parlé la semaine passée avec les claims miniers et tout ça. Tu as reçu Rodrigue Turgeon en début de semaine. Oui, effectivement. Il vient nous expliquer pourquoi les 5 organisations ont décidé de demander au gouvernement de retirer plusieurs claims miniers, environ 5000. Et on peut écouter l'entrevue, il nous explique bien ça. Alors, Rodrigue, aujourd'hui, tu viens nous parler de la soustraction de claims sur des projets miniers en région. Oui, effectivement. Qui sont liés aux escarres. Peux-tu nous expliquer un petit peu plus? Oui. Bien, écoutez, dans la région, ici en Abitibi-Témiscamingue, on le sait, c'est une région dite minière. Ce que les gens savent peut-être moins, c'est à quel point il y a des claims miniers, des titres miniers, partout sur le territoire. En 2018, là, ce mois-ci, les données qu'on a font état de 22 % du territoire de la région qui, finalement, ont été cédés aux compagnies minières. Okay. On le sait, on a une belle région de nature, mais aussi une région d'eau douce. Hein? Et c'est pas juste les lacs de surface, les rivières, mais également nos eaux souterraines. Puis les gens dans la région savent très bien l'importance des escarres. Mais il se trouve que des escarres, il y en a beaucoup dans la région. Il y en a partout également. Puis on parle d'environ 6,86 % du territoire. Là, on va arrondir ça à 7. Donc, il y a 7 % du territoire qui sont des escarres.
il y a 22 % du territoire qui appartiennent aux compagnies minières sous forme de claims miniers pour les étapes d'exploration. J'y reviendrai plus tard. Puis là, les enjeux, en fait, qui sont soulevés, c'est quand les titres miniers, les claims, chevauchent les escarres. Et là, ça naît de là, notre préoccupation et notre demande de retirer les titres miniers qui sont sur les escarres dans le but éventuellement de les protéger. Dans le fond, jusqu'à quelle distance par rapport à un escarre on peut dire que c'est un risque d'avoir une mine à cet endroit-là? Très bonne question, mais c'est pour ça que nous, on a demandé, avec les cartes dont on dispose, de retirer tous les claims qui sont directement sur les escarres, là, de par les cartes que nous détenons là, par le gouvernement. Mais on a demandé également au gouvernement d'élargir une zone tampon qui serait en fait propre à chaque escarre, à sa vulnérabilité. Et voilà, l'idée, c'est justement de dire il y a des escarres qui sont plus vulnérables que d'autres. Mais ça, nous, à ce stade-ci, on n'est pas en mesure de définir pour chacun des escarres. Et je vous dirais que c'est même les experts, là, les chercheurs de l'Université de l'UQAT, ici en Abitibi-Témiscamingue, qui sont au terme là, du forum qui avait lieu jeudi, vendredi dernier à Val-d'Or, qui disent qu'il nous manque de connaissances sur justement tous ces impacts-là. Notre approche, on dit jouons de prudence, précaution, retirons les claims et visons des actions de protection du territoire. Ça fait plus de 5000 claims à retirer, ça. Est-ce que ça a un impact considérable sur le nombre de projets miniers en région? Bien, écoutez, on parle surtout des projets qui sont au stade de l'exploration minière. Et pour faire une histoire courte, là, les claims miniers, ça part d'un principe qui veut que le sous-sol du territoire appartient au gouvernement. Okay? Mais à un certain point, pour favoriser différentes industries, dont l'industrie minière, le gouvernement va céder des droits immobiliers sur le territoire. Ce qui fait en sorte que chez vous, votre maison, votre terre, vous allez être propriétaire foncier. Mais les compagnies minières se voient octroyer des droits sous le sous-sol, sous votre maison, votre terre, à certains endroits dans la région. Donc, comme on disait tout à l'heure, 22 %. Et là, l'enjeu se pose justement à ce moment-là. C'est dès les premières étapes de l'exploration. On donne des droits d'accès au territoire à des compagnies minières sans savoir les impacts que leurs projets peuvent avoir sur les escarres, tant au stade de l'exploration qu'éventuellement de l'exploitation. En ce moment, dans la région, il y a plusieurs dizaines de compagnies minières qui ont des permis d'exploration, des claims miniers, sur des escarres. Est-ce qu'il y a des mines qui sont en opération directement sur des escarres ou qui ont des impacts sur des escarres? Oui, certainement. Il y en a plusieurs, certaines très connues. Mais c'est certain que le potentiel de la région minière, on le connaît bien. Mais au-delà des minéraux, il faut aussi penser à la protection de l'eau pour les générations futures. Et si, dans les discussions à venir, on devait un peu sacrifier certains escarres pour des mines qui sont déjà en exploitation, en opération, c'est quelque chose qui pourrait être considéré. Mais il faut absolument protéger les escarres qui ne sont pas encore exploités par l'industrie minière. Et c'est vers là qu'on dit, au stade de l'exploration, les premières étapes, retirons les permis, protégeons les escarres. Voilà. Donc, le but, c'est pas de fermer des mines, c'est vraiment de dire celles qui pourraient ouvrir sur un escarre, on va juste tout simplement abolir le projet, c'est ça? C'est notre approche et si on ne fait pas ce geste-là, si on ne le pose pas maintenant, les enjeux, comme on voit à Malartic, avec une mine en opération directement à côté d'un escarre, et d'autres mines qui sont près d'escarres également, on pense à celle à Lacorne, North American Lithium, qui est à quelques dizaines de mètres d'un escarre d'une très grande pureté en eau. Même chose du côté de Launay avec le projet Dumont, qui a déjà été approuvé suite à des études d'évaluation environnementale devant le BAP. Tous ces projets-là, puis on peut vous en nommer d'autres, mais à titre d'exemple, ces projets-là sont situés directement à côté d'escarres et
leurs installations vont entraîner des impacts sur ces escarres-là. Et ça, c'est notre point, c'est de dire qu'il faut arrêter de répéter les erreurs du passé. Parce que au-delà de l'or, au-delà des autres minéraux dans la région, ben il faut penser aux générations futures et il faut penser à l'eau. Voilà. Lorsque quelqu'un explore un territoire pour dire peut-être qu'on va faire une mine là, il n'y a pas d'étude au niveau de l'impact sur les escarres qui est faite? C'est une très bonne question et c'est regrettable que les évaluations environnementales approfondies sur les escarres, sur l'eau potable, mais également sur la biodiversité, sur l'environnement de manière générale, soient menées au stade d'exploitation, ultimement. Il y a un grand flou pour tout ce qui se passe au niveau de l'exploration. Comment que ça fonctionne? On est plutôt dans un régime où on dit aux compagnies, allez sur le territoire et vous nous direz s'il y a eu des impacts. Vous nous déclarez-nous si vous êtes conforme. Donc, il n'y a pas d'inspections qui sont faites par le gouvernement, par des inspecteurs du ministère de l'Environnement au stade de l'exploration. Il n'y a pas d'études qui sont demandées avant les travaux d'exploration de manière générale. Et ça pose problème pour les escarres, justement, parce qu'on le sait, les travaux d'exploration qui sont menés avec des foreuses qui vont creuser très creux dans le sol peuvent endommager certainement des structures aussi fragiles que des escarres. Donc, en gros, on attend que le mal soit fait avant de réagir, c'est ça? Bien, c'est un peu le cas, puis ultimement, même, je vous dirais que des forages dans la région, il s'en fait des milliers par année, mais on a une connaissance peu précise des impacts qui sont causés, même sur l'environnement. Donc, dans cet état de fait-là, dans ce régime de « on laisse l'industrie aller sur le territoire librement », nous, ce qu'on dit, c'est qu'il y a des zones qui sont trop sensibles, trop vulnérables. On ne doit pas avoir la même approche. Donc, retirons les permis sur les escarres. Et c'est ce que 5 organismes ont demandé la semaine dernière, mercredi dernier, au ministre des Ressources naturelles, le ministre des Mines, de retirer plus de 5000 claims là, dans la région, des droits d'exploration, pour finalement, dans un deuxième temps, et c'est ce qu'on souhaite, en arrivant à des projets d'aires protégées. Ça, c'est le deuxième volet. Dans la région, en ce moment, en Abitibi-Témiscamingue, il y a moins de 9 % d'aires protégées. Au niveau provincial, ce qu'on vise, c'est une atteinte de 17 % d'aires protégées. En fait, c'était notre cible pour il y a 2 ans. Et là, nous, on est 2 fois en deçà de la cible provinciale. Et dans 8 ans, 2030, on vise 30 % d'aires protégées. Donc, il y a un manque à gagner de 22 %. C'est l'équivalent du territoire de la région qui est claimé en ce moment là, par l'industrie minière. C'est considérable, 22 % pour passer de 8 à 30 % d'aires protégées. Nous, ce qu'on suggère au ministre, c'est de dire retirez les permis d'exploration, les claims sur les escarres et parlez avec votre collègue ministre de l'Environnement dans le but de faire des aires protégées sur ces mêmes escarres. Et ça nous permettrait de gagner, comme on disait, là, environ 5 % d'aires protégées, possiblement. Et ça peut sembler peu, ça nous semble peu, mais c'est un début, c'est quelque chose, on le sent, la population appuie largement dans la région. Les gens aiment les escarres, je suis persuadé que si vous posez la question à vos proches et on demandait « Est-ce que vous êtes en faveur de protéger les escarres? » Les gens vous répondraient probablement oui. Puis c'est quelque chose qu'on trouve qui fait beaucoup de sens, mais on se rend compte que l'industrie minière constitue un frein majeur à la protection des escarres. Cependant, le ministre a le pouvoir de les retirer, ces claims-là, et c'est ce qu'on lui demande de faire. Est-ce que c'est possible d'atteindre 30 % d'aires protégées pour 2030? Parce que ça aussi, c'est un objectif. Oui, c'est un objectif provincial. Donc, ce que le gouvernement a adopté comme cible, c'est 30 % de l'ensemble de la province protégée. Mais ça ne fait pas de sens si on dit on va juste protéger 30 % au nord, dans la baie James, au Nunavik. Il faudrait qu'il y ait 30 % d'aires protégées dans chaque région. Vous allez me dire, oui, mais à Montréal, on peut-tu vraiment protéger 30 % du territoire de l'île de Montréal? Je vous dirais qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits, c'est peu connu, mais à Montréal, pour protéger le peu qu'il leur reste de nature. Ici, on est dans une situation un peu inverse, on peut penser à Montréal. T'sais, on est 125 000 dans une région tellement grande, mais
tout de même, en fait, le potentiel de création d'aires protégées peut sembler très grand ici dans la région, mais justement en raison des pressions qui sont exercées par certaines industries, l'industrie minière, l'industrie forestière notamment, ça limite considérablement les coups des franches là, du gouvernement pour aller vers cet objectif-là. 30 %, c'est le minimum pour assurer la protection de la biodiversité. C'est le minimum, mais c'est beaucoup. Et quand même, si on remet les choses à l'envers, on se dit, on cherche à aller vers 30 %, on pourrait aussi se dire qu'en ce moment, il y a 92 % du territoire de l'Abitibi qui est non protégé. Et finalement, quand on va vers un objectif de protection de 30 %, il faudrait se dire, on accepte de ne pas protéger 70 % du territoire. Puis ça, c'est majeur. Quand on regarde les choses à l'inverse, le compromis qu'on présente, là, de protéger 4 % du territoire, 4-5 % du territoire pour des esquerres, c'est très minime. Ouais. Ce que je me demande, vous avez mentionné que on parle de protéger 30 % au nord, mais en quoi c'est problématique de protéger juste cette zone-là? Bien, c'est que quand on avance un objectif de protection de la biodiversité, ce qu'on souhaite, c'est de protéger plusieurs écosystèmes différents. Et ce qu'on pourrait retrouver comme écosystème, par exemple, dans le nord du Québec, on parle de la toundra, on parle de... Bon, ça n'a rien à voir avec ce qu'on retrouve, par exemple, en Estrie ou en Gaspésie. Donc l'idée, c'est de protéger toute forme d'écosystème, d'animaux, de plantes, pour nous assurer que la planète a encore cette biodiversité-là tellement importante. Pas juste pour eux, pour nous aussi. On l'a vu avec la pandémie qui est une conséquence de l'effritement de la biodiversité à plusieurs égards. Mais c'est pour ça qu'il faut viser une atteinte de protection d'écosystèmes, de biodiversité équivalente dans toutes les régions. Nous, quand on parle de l'Abitibi-Témiscamingue, on a nos propres défis, mais on a nos propres opportunités. Puis le défi majeur qu'on parle quand on pense aux esquerres, bien, le premier qui nous vient en tête, les organismes qui ont signé cette demande officielle, c'est l'industrie minière. Puis, est-ce que vous savez jusqu'à quel pourcentage du territoire pourrait en théorie être protégé sans avoir trop d'impact sur l'industrie forestière ou minière? Bien, c'est une très bonne question, puis on peut se demander, je pense que c'est peut-être le moment qu'on se pose la question, à quoi sert l'industrie minière dans la région? Il y a beaucoup de gens qui en bénéficient par des emplois, mais au-delà de ça, qu'est-ce qu'on va extraire dans le sol? À quoi ça sert concrètement? Et c'est là où on se demande, je sais quoi le pourcentage d'aires protégées qu'on pourrait arriver à chercher, mais si on se dit plutôt, on retourne la question pour se demander à quoi servent toutes ces mines en ce moment? À quoi servent ces claims d'exploration minière qui menacent nos esquerres et l'environnement de la région? Bien, moi, je vous dirais qu'en ce moment, les mines qui sont en opération dans la région, on le sait, sont principalement des mines d'or, voire presque exclusivement des mines d'or. Et ça sert à rien, l'or, finalement, à presque rien au niveau climatique. Il y a différentes utilités là, dans les produits technologiques, mais on parle de très peu. C'est 8 % en moyenne qui sont utilisés pour des fins technologiques. Le reste, 92 %, c'est soit pour des bijoux ou ça s'en va dans des banques sous forme de lingots. Donc, on n'est pas en train de travailler à la transition énergétique. Et quand les compagnies vous disent « vous avez de l'or dans vos cellulaires, vous avez de l'or dans vos produits technologiques », dans vos cellulaires, vous avez environ 50 cents en équivalent d'or. C'est des traces, c'est des poussières d'or qui sont utiles concrètement pour nos produits de consommation. Donc, si on se dit l'or est de peu d'utilité, ça l'ouvre une grande porte pour la création d'aires protégées. Mais là, c'est la volonté d'aller dans une autre direction que juste les mines d'or dans la région. Mais nous, les organismes que nous sommes, appuyés par plusieurs personnes de la région, on pense que c'est une direction dans laquelle il faut qu'on s'engage parce que d'avoir des opérations industrielles comme ça qui n'ont pas tellement d'utilité au niveau climatique, puis peuvent même constituer un problème, un frein en termes de protection de la biodiversité, c'est quelque chose qu'il faut qu'on parle puis qu'on revoie.
Ça me fait penser à Sayona Mining, que eux, c'est du lithium. Ouais. Et le lithium, on sait que ça entre dans la composition de batteries pour les véhicules électriques. Est-ce que c'est le genre de projet qui vous semblerait un moindre mal pour l'environnement? Bien, c'est une très bonne question parce que ça, c'est vers ces discussions-là qu'il faut qu'on tente, on questionne l'utilité des minéraux, des métaux qu'on extrait. L'occasion est trop belle, justement, de se dire allons vers des minéraux qui sont utiles. Le lithium, le problème en ce moment, ce que le promoteur Sayona Mining met de l'avant, c'est qu'ils veulent faire des chars électriques, des véhicules individuels électriques. Et ça, c'est démontré, la science le prouve, qu'on n'aura pas le temps de changer tous les véhicules à combustion à essence sur la planète par des véhicules électriques pour sauver le climat. C'est pas la solution, mais c'est ce que le promoteur met de l'avant dans toutes ses communications. Au contraire, ça nous emprisonne dans des modes de transport individuels qui ne sont pas collectifs, et ça, c'est la source même de notre société de consommation qui est en jeu, qui est problématique, qu'on doit revoir. Donc, même pour les minéraux qui pourraient être utiles pour la transition énergétique, c'est des habitudes sociales, culturelles qu'il faut qu'on revoie. Puis il faut qu'on arrête de penser que si l'Abitibi, on fait juste fournir du lithium, on va sauver la planète. On a beaucoup de choses à changer. Puis au-delà de l'approvisionnement des métaux, il faut se demander à quoi ils vont servir concrètement. C'est le cas pour l'or, c'est le cas pour le lithium également. Et je vous dirais, dans le processus d'évaluation, les différents projets de Sayona Mining dans la région font face à beaucoup d'opposition dans la population et soulèvent des enjeux majeurs au niveau de l'environnement. Les 3 projets les plus développés de Sayona Mining à ce moment-ci sont tous situés à proximité d'Esquerre. Quand je dis à proximité, c'est à quelques mètres, et même que leur projet au Témiscamingue, qui soulève l'opposition de la communauté autochtone de Long Point, leur projet, les claims miniers dont ils disposent, englobent des esquerres également. Donc, il y a ça aussi à se poser comme question. Est-ce qu'on peut avoir des minéraux verts tout en ayant un processus qui ne l'est pas, un processus d'évaluation? Heureusement, je vous dirais, pour le projet Autier situé à La Motte, grâce à des actions de la population ici, on a pu contraindre le promoteur à une évaluation complète des impacts de son projet. Ça date de plusieurs années. Ça fait 3 ans que le promoteur essaie de compléter ses évaluations. Et s'il n'y avait pas eu cette mobilisation-là par la population, puis je félicite les gens qui ont participé à ça, on aurait très bien pu voir à ce jour une mine en opération à La Motte, mais qui aurait eu des évaluations de ses impacts très lacunaires. Fait que, encore une fois, les risques sur l'environnement ne disparaissent pas parce que c'est du lithium plutôt que l'or. Mais il faut avoir une vision globale. Puis oui, il y aura des projets qui sont mieux que d'autres, mais en ce moment, pour les projets de lithium dans la région, on n'est même pas en mesure de se prononcer est-ce que c'est des bons projets ou des mauvais projets. On n'a pas les évaluations. Puis est-ce que dans l'avenir, on va avoir des projets de recherche pour en savoir plus sur les impacts des mines sur les esquerres? Absolument, et c'est ce qui était à l'ordre du jour lors du forum Esquerre 2022, jeudi et vendredi dernier, à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, au campus de Val-d'Or. C'était la Société de l'eau souterraine Abitibi-Témiscamingue qui l'organisait. Et ça, la CESAT, je pense que les gens autour d'Amos ici peuvent en être très fiers parce que quand je dis la CESAT, c'est l'acronyme de la Société de l'eau souterraine. C'est un organisme qui est né ici de l'impulsion, de la volonté de la MRC d'Abitibi, de la ville d'Amos, de protéger l'eau de l'Esquerre. Et ça, c'est des chercheurs, des universitaires, des biologistes, des hydrogéologues qui travaillent d'arrache-pied pour mieux comprendre les impacts des mines sur les esquerres, mais de toute autre forme d'industrie également. Et c'est dans cette optique-là que nous avons déposé cette demande d'enlever tout simplement les claims miniers sur les esquerres. Est-ce que ce serait possible de les geler en attendant d'en savoir plus sur l'impact des mines sur les esquerres? Tout à fait. C'est des outils qui sont à la disposition du ministre. Il en fera ce qu'il veut. Nous, on lui a demandé d'agir. Et s'il veut les geler plutôt que les retirer, c'est dans son arsenal. Après ça, je pense qu'il va avoir... Il faut le souligner, là,
retirer des claims à des compagnies, c'est pas gratuit. Il y a des indemnités qui vont leur être versées. C'est pas comme si on les volait non plus. Toutes les sommes qu'ils auront mis pour leurs travaux vont leur être remboursées. Ça, les gens doivent en être conscients aussi parce que c'est un coût qui devrait être assumé par l'État, par les contribuables. Et en toute transparence, ça chiffre à plusieurs millions de dollars. Mais tout de même, c'est un geste qui serait positif, on trouve, pour réparer l'erreur d'avoir permis à des compagnies minières d'avoir des droits d'explorer, éventuellement d'exploiter sur des esquerres, alors que les gens de la région et les scientifiques disent qu'il faut les protéger. À l'inverse, si on se questionne à savoir ça coûte combien remettre un esquerre en état, est-ce que ça peut se chiffrer en millions ou même plus? C'est des sommes que moi, je ne me risquerais pas d'avancer et que je vous dirais que même les experts qui étaient là durant le forum ne souhaitent pas s'avancer sur ce point. C'est un esquerre, en fait, pour le créer et j'imagine pour le réparer, il faudra attendre la prochaine glaciation. Ce sont des formations géologiques uniques qui ne sont pas reproductibles par l'humain. Et quand je dis unique, ben en fait, c'est à plein de niveaux. Mais ici, en Abitibi-Témiscamingue, les esquerres qu'on a, c'est parmi les meilleurs au monde en termes de qualité de l'eau. Et ça, ben, ça a pris un glacier de 4 km de haut, il y a de cela plus de 10 000 ans, pour faire en sorte qu'on puisse les avoir. Donc, il ne faut pas penser que c'est quelque chose qu'on peut réparer ou qu'on peut remettre en état. C'est pour ça que la précaution, la prévention et de ne pas aller jouer dedans, c'est nos meilleurs outils pour les protéger. Bien, merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. Merci à vous. On retourne du côté de Sainte-Terre. Oui, encore. ça Ça en bouge. passe cette semaine Oui, des ça choses à bouge. Sainte-Terre. On va parler de jardin. Le Pop Jardin, c'est quelque chose qui existe depuis 2019, mais avec la pandémie et tout ça. Mais quand même, c'est un genre de jardin communautaire qu'un petit groupe ont décidé de faire en compagnie du CISAT qui les appuie là-dedans et du gouvernement qui nous aura donné des fonds. Alors, c'est quand même un jardin qu'ils font et on demande aux gens, des bénévoles, de venir travailler en même temps. Ben, ils récoltent leur propre... etc., etc. Et c'est quelque chose quand même de plaisant. On a remis justement des patates, des choses du genre à 3 organismes à Sainte-Terre, dont le Centre d'amitié autochtone, la Maison de la famille et un autre groupe que je ne connais pas beaucoup, là, que je veux en toute amitié, alors que je ne connais pas beaucoup celui-là, c'en est un que je veux travailler. Et là-dessus, ben quand même, c'était assez intéressant. Je pense qu'on devrait écouter un petit quelque chose là-dessus. Fait qu'on est devant le Pop Jardin qui existe maintenant depuis 2019. C'est un regroupement de bénévoles qui a décidé de s'investir là-dedans pour le bien-être de la communauté de Sainte-Terre. Avec des fonds gouvernementaux en sécurité alimentaire et aussi pour favoriser la saine alimentation. On a commencé en 2019 un petit jardin. En fait, moi, je suis là à titre d'accompagnatrice comme nutritionniste du CISAT en santé publique. Donc, c'est pas moi là, qui constitue vraiment le comité, mais bien notre groupe de bénévoles. Et il y a aussi une autre intervenante du CISAT, là, Josée, organisatrice communautaire, qui accompagne ce même groupe de bénévoles. Puis, c'est ça, en 2019, en fait, il y a eu une première récolte. C'était surtout des pommes de terre. Puis, ce qui est intéressant avec le Pop Jardin, c'est la philosophie. C'est un jardin collectif, solidaire. Ce que ça veut dire, c'est que c'est une seule parcelle de jardin pour tout le monde. Tout le monde va jardiner dans le même terrain. Et la récolte va être remise à des organismes de la communauté qui œuvrent, là, qui ont une mission un peu là, de sécurité alimentaire. Donc, en 2019-2020, il y a eu le Centre d'amitié autochtone, la Maison de la famille et le groupe En toute amitié qui ont reçu une part des récoltes. Puis ça s'est poursuivi en 2020. On a réappliqué pour une deuxième année pour avoir des fonds et puis on a agrandi le jardin, on a diversifié
les légumes qu'on cultive. Puis, de fil en aiguille, ça l'agrandit tout le temps un petit peu. 2020 aussi, il y a eu des activités. Certains bénévoles sont partis, d'autres sont arrivés. Puis cette année, il y a une innovation. On a un nouveau fonds qu'on a reçu du groupe régional en saines habitudes de vie, le comité intersectoriel en saines habitudes de vie. Et avec ça, bien, on compte acheter une serre pour pouvoir là, faire une meilleure production de légumes. Et puis aussi, on aimerait se lancer en apiculture avec des ruches si on obtient l'autorisation de la municipalité. Donc ça, c'est les innovations un petit peu là, du côté horticole. Puis il y a aussi là, le fait qu'on va dédier une partie du jardin à du communautaire. Donc vraiment un jardin communautaire que les gens peuvent réserver une parcelle de ce jardin-là pour eux-mêmes, soit personnel ou pour un groupe communautaire, là. Ils vont pouvoir prendre une parcelle du terrain et cultiver eux-mêmes cette parcelle-là pour eux. Mais en échange, on ne charge pas de frais, mais en échange, les gens doivent quand même entretenir le jardin collectif. La partie du jardin collectif va être entretenue par les gens qui ont des parcelles de jardin communautaire. Donc, un échange comme ça, parce que c'est normalement, les gens chargent pour le jardin communautaire. Ici, c'est gratuit. Même les semences sont gratuites. On a les gens qui vont faire un jardin communautaire vont avoir accès à des semences gratuites en échange de leur participation dans les travaux ou encore dans leur participation au niveau du comité, plus de la gestion des choses du jardin, là. Parlant de jardin, justement, à Amos, il y a un nouveau jardin pollinisateur qui a été installé. En fait, c'est 2 étudiants du cégep qui ont gagné un concours en écologie. C'est Charlotte Cossette et Félix Cloutier, Artiwat, je veux bien le prononcer, là, qui ont fait le projet Abeillissons notre cégep. Et là, moi, j'ai une question. Un jardin pollinisateur, qu'est-ce que ça mange en hiver? Bien, ça mange pas en hiver, hein? Ça dort. Plus sérieusement, en fait, le but, c'est d'offrir un milieu de vie pour les insectes, principalement les abeilles. Parce que là, on sait... Fleurs, hein? Des fleurs, des arbustes. C'est ça. Puis il y a beaucoup de vivaces pour que ça pousse à chaque année. Ça va être entretenu par l'Arche de l'Abitibi-Témiscamingue et la ville d'Amos. Donc, on va avoir un projet vraiment sur le long terme. Ça a été installé cette semaine. J'ai fait des entrevues avec les étudiants. Juste préciser, les abeilles, on sait qu'ils sont en déclin présentement. Puis, c'est pour ça que les étudiants ont eu l'idée d'offrir un milieu de vie pour les abeilles. On a une entrevue là-dessus. Le Parc Lyon accueillait le 1er juin dernier un projet inusité, un jardin pollinisateur. Préparé par 2 étudiants du cégep à Amos, l'objectif du projet est d'offrir un milieu de vie aux insectes qui vivent dans le parc. Nous sommes allés à la rencontre de Charlotte Cossette, l'une des étudiantes à l'origine du projet. Moi, c'est Charlotte Cossette. J'ai étudié au cégep à Amos, dans le fond, les 2 dernières années. Puis j'ai terminé l'année passée, puis on avait à la fin de la session un projet qui était l'écologique. Moi puis Félix Cloutier-Artiwat, on a décidé de participer ensemble, puis on a eu l'idée de faire un jardin pollinisateur pour les insectes, puis tout ça, vu que c'est un sujet assez d'actualité, là. Moi, j'étais en sciences humaines, donc le programme préuniversitaire pour aller à l'université. Puis, dans le fond, c'est ça, c'était la première année, je pense, qu'ils faisaient ce concours-là. Puis on a fait, pourquoi pas? On avait du temps, donc on a décidé de trouver une idée. Puis on trouvait que... nous, Félix et moi, on travaillait déjà pour la ville, donc on avait déjà un peu d'expérience pour faire des jardins puis travailler à l'extérieur. Donc c'est quelque chose qu'on aimait beaucoup faire. Donc on s'est dit, pourquoi pas? Let's go! Il n'y en avait pas à Amos encore. Il y avait la ville qui avait essayé d'en faire un jardin pollinisateur dans un autre parc, mais malheureusement, il avait été tout détruit par la population, donc on trouvait ça vraiment dommage. Puis vu qu'il n'y en avait pas encore à cause de ça, on s'est dit pourquoi pas, on va relancer ça. Puis on avait le soutien du cégep, de la ville, donc on avait toutes les chances pour nous. Donc on est bien content que ça puisse finalement se réaliser. L'aboutissement
de beaucoup de recherches parce qu'au départ, on voulait le faire sur le terrain du cégep, mais c'était pas possible pour des raisons, plusieurs raisons, surtout avec la commission scolaire. Donc, le terrain appartient pas au cégep. Donc, on a dû échanger avec la commission scolaire, puis finalement, on s'est rendu compte que c'était beaucoup plus simple de le faire dans un parc que la ville d'enfants qui nous a passé le terrain, qui nous a prêté le terrain. Donc, c'était plus simple comme ça, puisque je pense qu'ils vont faire des rénovations de la cour, la commission scolaire, donc c'est plus compliqué. Puis ils disaient on veut pas le détruire dans quelques années, donc si vous voulez que ça se fasse, c'est peut-être mieux qu'on le fasse dans un endroit où est-ce qu'il va être plus en sécurité, là. Oui, donc il y avait plusieurs associations là, avec la ville, puis aussi avec Solutions Pelouse là, à Amos. Donc c'est Karine qui s'est pas mal plus occupée de ça, là, les regroupements et tout ça, mais c'est avec Solutions Pelouse puis la ville, puis aussi l'Arche qui va venir aider pour désherber à chaque année pour la pérennité du projet, là. Donc, on a plusieurs partenaires comme ça qui vont venir nous aider, là. Dans le fond, c'est Félix puis moi qui avait fait une recherche sur Internet. Là, on avait regardé c'est quoi les plants qui sont le mieux pour ce sort de jardin-là, là, donc le jardin pollinisateur. On a des petits arbustes fruitiers, donc on a des bleuets, des mûres, on a la ciboulette sur les bords, on a un gros lilas qui va être au milieu, donc il va y avoir des fleurs. Le but, c'est de mettre des plantes qui vont faire des fleurs pour justement la pollinisation. Donc il y a plusieurs petites fleurs qui vont être sur le côté aussi. C'est des vivaces pour qu'ils puissent rester là tout au long de l'année, ça demande moins d'entretien aussi. Donc c'est ça, ça va être un bon petit mélange de plusieurs plants, là. Non, c'est ça, c'est justement pour ça qu'on s'est placé ici. Parce que la ville nous assure de venir arroser régulièrement à chaque année, puis aussi l'Arche qui va venir désherber à chaque année. Donc, on veut vraiment que ça reste dans le temps, là. Félix Cloutier-Arthier-Watt, l'autre étudiant responsable du projet, était malheureusement indisponible au moment de faire les entrevues. Nous avons tout de même pu parler à Mme Karine Aubin du cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. En fait, Charlotte et Félix, ils ont remporté un concours en 2021 qui était l'écologique. Ça, c'est un concours, dans le fond, qui voulait faire la promotion de projets qui prônaient l'écologie. Et en fait, ils ont remporté le premier prix avec Abéisson, notre cégep, qui était un jardin pollinisateur. Alors, le projet, ça s'est échelonné sur un an parce qu'il fallait quand même trouver un terrain adéquat pour accueillir le jardin. Grâce à la ville d'Amos, ils nous ont vraiment légué, fait un don d'une parcelle de terrain pour qu'on puisse fabriquer notre jardin pollinisateur. Donc, c'est vraiment l'idée de Charlotte et de Félix. Alors, il y a plusieurs partenaires dans le projet. Il y a la ville d'Amos, bien sûr, et il y a l'Arche Abitibi-Témiscamingue. Le cégep, chaque année, va payer l'Arche. Eux, ça leur fait un don, en fait, pour leur organisme. Et nous, ce qui est bien, c'est que ça permet le désherbage du jardin pollinisateur, donc sa pérennité. C'est un jardin qu'on veut que les gens de la communauté d'Amos et de la région puissent en profiter. On a fait un panneau d'interprétation qui explique bien c'est quoi le jardin pollinisateur, les lauréats. On le sait, c'est un sujet d'actualité présentement, tu sais, au niveau de la nature, de l'écologie. Fait qu'on est vraiment fiers, le cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, que ce projet-là voit enfin le jour. Bon, ben, hein? Oui. On se souhaite une belle semaine. On finit ça sur une journée ensoleillée aujourd'hui. Bonne semaine.